Théo de Ipiranga qui veut prendre la parole depuis ce matin, qui va pouvoir le faire. Donc on a un temps d'échange là. Merci. Le problème, c'est que ce matin, c'était juste pour dire une phrase, mais maintenant... Ah non, deux phrases là, parce que là, on va partager avec toute la salle. Tout ce temps d'attente, j'ai tout... Ah non, non, non. Il faut être dans la solidarité, Théo. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de théorie, vous savez qu'il y a une théorie qui dit que les théories ne marchent jamais dans la pratique. Parce que c'est une théorie, on ne vit pas. On a entendu stipuler les choses dans les champs un peu éthériles de nos consciences. Et la réalité, elle est là, on peut les toucher. Donc, quelle est la remarque et la question? Ah, pardon, excuse-moi. S'il te plaît. C'est que tout le monde a le droit de parole, donc je voulais aussi faire l'intéressant et parler. C'est l'occasion, c'est vrai. Alors, donc, du coup, c'était pour faire des rappels. En Martinique, la culture du risque, on a l'impression qu'on connaît les catastrophes. Mais il n'y a pas eu de cyclone en Martinique. On n'a pas eu un centre d'un cyclone qui a passé en Martinique. On n'a pas connu ça ici. Maintenant. On en a parlé lundi, que voilà, je sais pas qui a dit que, je crois que c'était Jean-Noël Degrage, quoi, qui disait que les très gros cyclones, on les avait pas connus. On en a parlé lundi. Voilà, donc on ne connaît pas. Hein? On a eu... Il disait, on a dit Edith, on a eu Dorothy, mais que voilà, les choses très très importantes, on les avait pas eues. On n'a pas eu encore. J'espère qu'on va pas voir, mais c'est fort probable qu'on va voir. La même chose pour le tremblement de terre. On a eu en 2007 un tremblement qui n'était pas fort, mais qui était un peu long et qu'on n'était pas préparé. Donc, on a parlé des sargasses, mais on n'a pas parlé du chlordécone, qui pour moi, c'est aussi une catastrophe. C'est une catastrophe peut-être humaine, mais c'est une catastrophe, il ne faut pas oublier ces côtés-là. Parce qu'on n'est pas dans la capacité de retirer ça du sol et ça tue des gens, ça fait des ravages. Donc il ne faut pas exclure cette partie-là. Côté de la population martiniquaise, par exemple en 2007, j'ai vu que tous les gens étaient tous ensemble après le passage du cyclone Dine. Mobilisation très rapide, les gens ils ont sorti de tronçonneuses, ils vont dégager des terrains, les gens ils ont partagé des repas. J'ai passé une semaine sans avoir de l'eau et l'électricité, il n'y a rien qui manquait chez moi. Je pense que les Martiniquais, les Martiniquaises, ils savent se prendre en main. Ils ont de bonnes intentions, ils sont rapides parce qu'il y a la culture du partage. Il faut s'appuyer sur ça. Les temps de la population, ce n'est pas les mêmes temps des administrations. Les administrations, ça prend beaucoup de temps. Il faut voter, il faut faire des choses, il faut se réunir, il faut attendre le budget de l'année prochaine et tout ça. Donc, la population, il y a son mot à dire. Et le professeur Safache, il parlait de la question de le vocabulaire à faire. Le langage de émetteur et récepteur, qu'il faut être la même hauteur de choses. Ici, dans cette salle, je ne sais pas pourquoi, il y a des chaises rouges, il y a des chaises grises. On parle de résilience dans un territoire, mais on va parler de ça dans un hôtel climatisé. On parle... En même temps, il y a beaucoup de climatisation en Martinique, quand même. Ah, c'est pas une raison. Il faut être exemplaire. D'accord. Hein? La richesse de la Martinique, c'est le travail des Martiniquais. Donc, du coup... Est-ce que vous pouvez aller à l'essentiel? Parce qu'il oui, nous reste 20 minutes. J'ai entendu... Voilà, s'il vous plaît, merci. Une chose, j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un parler pour retenir de l'érosion sur le littoral, des structures perpendiculaires. Est-ce que c'est l'exemple qu'on voit ici sur la plage? Ici? Si c'est le cas, je voulais que le professeur Safache intervienne pour expliquer la rétention des vagues avec ce système perpendiculaire. Parce que pour moi, ça, c'est juste dégager le problème
Parce que tu fais un digue ici, la vague, elle va casser plus loin. On en a parlé ce matin avec M. Bouvier, largement de ça. Et l'exemple, pardon, il me semble que l'exemple qui avait été donné, c'était ce qui se passait à la Chambre d'amour à Anglette, les histoires de perpendiculaires, voilà. Donc ça a été abordé, ça. Et donc, vous savez, oui. ça, tout va bien jusqu'à que les gens ils ont de l'argent pour le faire. Quand on va arriver dans les quartiers prioritaires de la ville qui n'a pas de sous, c'est là qu'ils vont payer pour ça. Donc ça, ce n'est pas du tout une solution. S'il y avait une chose que... Voilà, merci Théo. Oui, il y a une intervention. Une intervention de M. Deris. Merci. Question, merci. Commentaire. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter rapidement. Je suis M. Deris, ça fait 44 ans que je travaille dans le domaine des risques. Je suis à l'origine de pratiquement tout ce qui s'est fait en termes normatifs en Martinique, en particulier dans le parasismique et le paracyclonique. Alors je voudrais, un petit peu dans ce qu'a dit le professeur Safache, me focaliser un peu sur le bâti. Parce que le bâti, on parle de bâti parasismique et de bâti paracyclonique. Le terme para, c'est un terme barbare pour dire tout simplement que, en fait, à la fin de l'événement, votre bâtiment, il ne sera pas complètement résilient. C'est-à-dire qu'il sera peut-être abîmé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une règle parasismique et on n'a pas de règle paracyclonique. Donc on a un énorme travail à faire sur les normes et on a également un énorme travail à faire sur la résilience des bâtiments. Parce qu'il existe des solutions. On est capable aujourd'hui, enfin nous avons des solutions pour faire en sorte que les bâtiments soient résistants et résilients aussi bien au séisme qu'au cyclone, sauf qu'on a besoin de pouvoir faire des expériences. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place entre les experts que nous sommes et l'université, de façon à pouvoir faire des expériences, faire de la recherche, pour pouvoir sortir des propositions intelligentes et intéressantes qui vont être valables pour l'ensemble de la Caraïbe. Je pense que le fameux GIP dont on a parlé intégrera des... Non, c'est pour les sargasses. Ah, c'est des sargasses seulement. Ah, pardon. Sargasses, ouais. Ah, oui, c'était pour les sargasses seulement. C'était pour les sargasses seulement. Pardon, oui. pardon. Oui. Ok. Ah oui, voilà. Okay. Moi, j'avoue que oui, je me suis un peu laissé prendre... Cher Rosemin, j'interviens encore une fois. Il y a un plan qui s'appelle le plan Orsec, qui est tout à fait adapté à ce que l'on fait, puisque c'est l'organisation de la résistance pour les catastrophes naturelles, les catastrophes d'une manière générale. Pardon ? Oui. Donc c'est donc le plan Orsec. Et il y a aussi la possibilité, il y a des sous-produits qui s'appellent Sater, Samar, etc. Mais il y a aussi la possibilité de faire intervenir, quand il y a une grande catastrophe, ce qui se passe d'ailleurs, c'est d'intervenir les moyens militaires, aéroterrestres et maritimes. C'est comme ça que quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, on est allé ravitailler par la mer. Et donc, nous avons actuellement 4 possibilités d'avoir des ports, c'est-à-dire Saint-Pierre, Fort-de-France, Marin et Robert, mais ils ne sont pas toujours adaptés à un risque sismique. Donc ça veut dire qu'il faut y penser. Et puis savoir que nous avons quand même, il reste encore quelques militaires, à part le RSMA en Martinique. Il y a des hélicoptères, il y a des bateaux, il y a une flotte très importante qui s'occupe d'ailleurs de réguler le trafic de cocaïne sur l'Atlantique. Mais enfin, ils peuvent aussi travailler pour nous. Ça veut dire que nous avons les moyens militaires dont on ne parle absolument pas et qui peuvent nous aider en cas de catastrophe naturelle locale. Madame, excusez-moi, vous vouliez une précision sur Orsec, c'est ça? Plan Orsec? S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça voulait dire? Orsec, oui. Je suis Martial et je fais partie de la réserve de la mairie de Fort-de-France. Alors, je suis perdu en colère pour beaucoup de choses. Je m'exprime clairement parce que vraiment, tous les bacs plus, etc. sont là, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la population qui ne comprend que dalle? Je donne qu'un exemple. Monsieur de la météo, Jean-Noël de Grasse. Il est là.
Attendez, dites, madame, dites ce que vous avez à dire. Un seul exemple, monsieur Jean-Noël de Grasse. S'il vous plaît. Je regarde la météo, je ne suis pas la seule. Quand je regarde les petits cercles, 1, 2, 3 ou 4, le dernier point, et voilà pour la ZIC. Est-ce que vous croyez que tout le monde connaît la ZIC? La ZIC, c'est la musique, non, c'est pas ça? Alors, quand vous parlez, ce que je demande, c'est qu'on veut s'exprimer à la population. Oui. On trouve bizarre qu'elle ne participe pas, mais vous avez plein de mots, plein de choses qui se disent. Même moi qui suis là, je suis une formatrice, j'ai un master. Je vous dis franchement qu'il faut se mettre au niveau de la population pour qu'elle puisse comprendre. Merci beaucoup. Merci. C'est une des conclusions du professeur Safache. Quand on a parlé de connaissances scientifiques, de vulgarisation, de communication, mais au-delà de vulgarisation. Je pense que ça a été pointé. Vous le dites très très bien. Merci beaucoup. Oui, Sylvette Pierron, donc présidente de l'IFO-RME. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les points que M. Safache a souhaité mettre en exergue par rapport au compte-rendu des ateliers. Moi, il me manque quelque chose, c'est très clair, hein, qui n'a pas été noté, qui n'a pas été évoqué, qui me est fondamental. C'est celui de l'éducation. Celui de l'éducation des jeunes, ça ne figure pas dans son compte-rendu. Et pourtant, si vous voulez, tout le monde s'est accordé à dire que c'était peut-être par là qu'il fallait commencer, que ce soit dans un cadre scolaire ou périscolaire, c'est-à-dire dans un espace qui dépasse le cadre strict de l'éducation nationale. Tout à fait, vous avez bien raison. Et à mon avis, ça a été largement... Oui, vous êtes intervenu avec Mme Pujard ce matin, mais tout à fait. Bonjour, bonsoir. SOS Crise. Bon, alors je dis à tous les gens qui sont ici, bienvenue dans le pays de la résilience. Parce que nous, Martiniquais, nous sommes les champions de la résilience. Depuis notre premier jour de nationalité martiniquaise, nous sommes des résilients. Notre histoire personnelle de Martiniquais montre que nous sommes des résilients. Nous sommes des résilients chaotiques, mais nous sommes des résilients. Nous n'avons pas théorisé la chose, mais nous sommes des résilients. Hier, j'étais sur le terrain. Il y avait une petite dame responsable de tous les enfants de la commune qui envoyait des canaux, récupérer sa fille parmi les enfants. Tout ça avec le bon sens de la mère de famille. Donc nous sommes par essence. Donc nous sommes tellement résilients que nous sommes blasés. Nous sommes blasés et pour reprendre notre blasitude et la tourner en valorisation, je pense qu'on devrait ouvrir une école de la résilience ici. Merci. Alors, tout à l'heure, en fait, on était censé montrer les jeunes de Basse-Pointe qui ont eu leur bouclier de la résilience, là. Donc, je m'excuse, on n'a pas montré tout à l'heure, mais on va la montrer, cette photo. Voilà, de ces jeunes qui ont reçu leur médaille hier à Basse-Pointe, et je crois qu'il faut leur rendre hommage. Donc, qui ont reçu ce bouclier de la résilience. Comme on a enchaîné tout à l'heure, j'ai omis de le préciser, mais on va les voir, ces jeunes, et on peut les applaudir d'ailleurs, puisque c'est effectivement ceux qui vont promouvoir cette culture et qui sont porteurs de cette culture-là. Oui. Et on est tellement résilients que même si on a toutes ces catastrophes qui nous pèsent sur la tête, nous sommes les mieux classés en matière de suicide parce que nous nous suicidons difficilement, contrairement à ceux de l'Hexagone. Mais SOS Crise est né sur la prévention contre le suicide parce que quand une personne se suicide, vous avez 10 personnes impactées. C'est pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 1, 2, 3 derrière. C'est pas une question, c'est pour revenir sur ce qui a été dit et puis reprendre ce que vient de dire Madame. On est tellement blasé qu'on répond pas parfois quand il y a des petites erreurs, mais je me dois de valoriser le travail qui est fait par les agents et agentes territoriaux, à savoir que lorsqu'il y a un événement de catastrophe naturelle, on est les premiers sur le terrain. Et certains même assurent des astreintes. Donc je ne peux pas laisser dire qu'on attend une décision de l'administration. Voilà, merci. Merci, Madame.
Oui, bonsoir. Moi, je vais plus axer mes questions sur l'humain. Donc, ce matin, excusez-moi pour le titre, je crois le colonel ou le commandant Tiburce, colonel, voilà. Tiburne, pardon, nous demandait si on était vraiment prêts pour la résilience en sortant un sifflet. Il demandait est-ce qu'on était tous, est-ce qu'on avait tous un sifflet sur nous. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce sifflet, il est donné à titre gracieux ou est-ce que c'est moyennant finance? Si c'est le cas, sachant que une mère de famille qui a plusieurs enfants ne pourra pas, peut-être, sachant la précarité qui existe ici, se procurer ce nombre de sifflets. Donc, j'aurais voulu savoir est-ce que c'est à titre gracieux ou pas. Concernant effectivement le fait qu'il faille éduquer la population sur les risques majeurs, enfin les signes, je prends le cas des sirènes des communes. Je travaillais dans la commune de Sainte-Marie et chaque premier mercredi du mois, la sirène sonnait. Tous les patients couraient. Tout le monde demandait est-ce qu'il y avait un souci et tout. Non, c'est juste que chaque premier mercredi du mois, le maire de la commune testait la sirène de sa commune. Voilà, donc du coup, déjà peut-être éduquer la population sur ne serait-ce que la sirène dans la commune qui sonne. Utilisé, qui sonne. Voilà. Et ensuite, concernant on va dire les sans domicile fixe qui existent dans les communes, est-ce qu'il y a un protocole qui est mis en place pour leur expliquer effectivement tout ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui? Et ensuite, les familles qui ont un exemple des personnes alitées chez elles, lors d'un séisme, est-ce qu'elles ont au moins un minimum d'informations sur la conduite à tenir pour effectivement, ne serait-ce que porter les premiers secours à ces personnes? Merci. Merci. Je vais donner la parole. Alors, je ne sais pas qui va répondre, mais je donne la parole à Mme Laborieux, qui peut d'ailleurs peut-être apporter quelques réponses à Madame sur la sirène ou la mentin. Alors, il y a un texte de loi qui demande au maire de tous les premiers mercredis de toutes les communes de faire sonner la sirène pour savoir si elle est en état et il faut réparer si ça ne fonctionne pas. Les habitants de certaines communes savent pourquoi la sirène sonne le premier mercredi du mois, puisqu'on a fait passer l'information. La deuxième chose, il n'y a pas bien longtemps, on a fait une séance de travail avec la Croix-Rouge concernant les sans-domicile, parce qu'on a déjà vécu à Digne, parce que les agents de médiation ont été les chercher, puisque le Lamentin et à la Mangrove, on sait où est-ce qu'ils sont. On a été les chercher, on les a mis dans un centre d'hébergement. C'est des publics qui ne restent pas ensemble. Ils sont arrivés dans le centre, ils ont mangé, on avait installé des lits pour eux, ils sont tous repartis avec la crainte pour nous de se dire qu'ils vont se blesser et qu'on ne saura pas où est-ce qu'ils sont. Donc on est en train de commencer un travail pour justement, et je pense que si on se met plusieurs communes ensemble, on va régler le problème plus rapidement et c'est ça. Je pense le côté positif du séminaire, c'est d'arriver à monter des réseaux pour qu'on puisse travailler sur des thématiques. Puis la dernière chose, c'est une anecdote pour répondre à l'éducation nationale. Au tremblement de terre qu'il y a eu en 2007, je crois, les enfants étaient à l'école. Ils ont fait ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur apprend toute l'année, de se mettre sous la table et après d'aller dans la cour. Les enfants étaient dans la cour en train de jouer. Et la directrice nous a dit que c'est quand les parents sont venus récupérer les enfants que ça a dérapé. Alors que les enfants, ils étaient là en train de jouer, la terre a tremblé, ils savent ce qu'il faut faire. C'est les parents qu'il faut éduquer parce que les enfants sont éduqués toute l'année à l'école. Et sur les sifflets, qui c'est qui peut répondre? Alors, sur les sifflets sont donnés lors des opérations répliques. Ouais. Donc, c'est gratuit, mais c'est la préfecture qui les distribue lors de cette opération. Je crois que c'est la préfecture et l'ADL. On arrive à avoir des sifflets, on arrive à avoir d'autres choses, mais il n'y en a pas en quantité. Merci, Madame Laborieux. Je donne la parole à Madame de la CCI. Oui, voilà, j'avais une question pour les organisateurs, la SNPNT et la CTM. On a proposé des actions, on est prêt à les porter, mais j'aurais voulu savoir est-ce qu'après le séminaire, il est prévu un cadre
pour ces actions, un financement, etc. Je pense que les prochaines interventions vont répondre à votre question, puisqu'il y aura une conclusion. Il y a le représentant de la CTN, il y a M. Odona. Monsieur Albéric Marcelin, vous voulez prendre la parole? Non, Monsieur Dubois, d'abord du Carbet. Et puis après, on finit avec 2 autres interventions, parce qu'on est au bout là du temps. Allez-y, monsieur. Bonsoir, c'est Monsieur Dubois de la ville du Carbet, élu de la ville du Carbet au risque majeur, délégation au risque majeur, également sapeur-pompier professionnel, donc je suis avec Mme Laborieux. C'était pour répondre à Madame concernant sa question pour compléter la réponse de Mme Laborieux. Dans la ville du Carbet, nous avons utilisé beaucoup les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, nous communiquons, on utilise la sirène d'alerte tous les premiers mercredis du mois et on communique sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, on va dire, utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc on invite les jeunes au collège à se connecter et à s'abonner aux réseaux sociaux de la ville, de la commune. Comme ça, même les collégiens, les lycéens, ils sont tous au courant de ce qu'on fait à l'instant T, à chaque fois. Donc lorsqu'on a l'exercice de la sirène, on le communique sur les réseaux, on le communique également à la ville de Carbet, on met une affiche, tout ça, mais ça ne touche pas le public jeune. Ce que le jeune public, par quoi le jeune public est touché, c'est par les réseaux sociaux. Et lorsqu'ils se connectent, ils sont abonnés au site de la ville, eh bien, ils sont tout de suite au courant et quand ils entendent la sirène, ils savent que c'est un exercice. C'était pour compléter les propos de Mme Laborieux concernant cette problématique de communication et aussi pour la résilience, vraiment toucher la jeunesse. Le colonel Thibonnet a dit ce matin, mais il faut vraiment utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Les jeunes vont vraiment être plus actifs via les influenceurs. Si les influenceurs disent qu'il y a ça, ils vont plus suivre les influenceurs, on va dire, que écouter peut-être les débats qu'on fait actuellement. Voilà, merci. Et ça vient de jeunes de 33 ans. Voilà. Monsieur Albéric Marcelin. Bien, je me mets juste en face, parce que j'ai un message à vous faire passer, très solennel. Il y a, à mon sens, un absent de marque ici pendant ces 3 jours. C'est la MAPROM, la mission d'appui des politiques publiques des risques majeurs outre-mer. Bon, moi je suis énormément gêné par l'absence de la MAPROM et je demande à la FPS, la FPCNT de transmettre justement cette amertume que j'ai par rapport à l'absence de la MAPROM. Pourquoi? Quand il y a eu le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Martin, le président de la République s'est déplacé à Saint-Martin en 2008 et il a fait une annonce extraordinaire qui était la mise en place d'une grande loi de prévention des risques naturels majeurs en Outre-mer. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Bien. Une délégation interministérielle à la prévention des risques majeurs en Outre-mer a été installée. Un délégué interministériel à la prévention des risques majeurs en Martinique, enfin dans les DOM, pardonnez-moi, a été nommé par décret. Pour ne pas le nommer, Frédéric Mortier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec d'autres, il a fait ce qu'on a appelé des consultations territoriales. Il a entendu beaucoup de gens, on a fait valoir nos points de vue sur un certain nombre de dossiers et sur l'ensemble des risques. La fonction a été supprimée, la délégation a été supprimée et on a créé la MAPROM. Bon, alors moi je crois que la disparition de cet avant-projet de loi est quelque chose qui est, à mon sens, insupportable lorsqu'on sait que sur la cartographie des risques en Outre-mer, nous sommes particulièrement bien servis. Alors la question qui vaut la peine d'être posée, c'est est-ce que les pouvoirs publics vont ou ne vont plus mettre en place ce projet de loi qui avait été annoncé à Saint-Martin? Donc je nous pose la question à nous. Bien. Alors, ça nous renvoie à quelque chose qui me paraît fondamental, c'est qu'il faut qu'on trouve les solutions chez nous et par nous-mêmes. Alors je fais une première proposition, qui est que la CTM, organisme majeur ici en Martinique, tienne une plénière ad hoc consacrée à la problématique des risques majeurs dans notre territoire.
Il faut prendre 3 heures, 4 heures, une demi-journée sur cette question-là et qu'on examine ce qui est en train de se passer depuis le recul de cet avant-projet de loi qui avait été annoncé à Saint-Martin. Et là-dedans, fixer une planification et une stratégie. On n'a pas le choix et le réchauffement climatique est venu nous rappeler ça. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition qui me semble essentielle, il faut qu'on se dise les choses. Il y a aussi un millefeuille dans les orientations et la manière de traiter les choses. D'accord? Donc, la proposition que je fais, c'est... Tiens, ça tombe très bien. Le représentant de la CTM. Et pour finir, Albéric Marcelin, non, je finis, il n'y a Merci. pas de souci. Bien. La proposition que je fais, c'est la mise en place dans notre pays d'un commissariat territorial à la planification et à la mitigation des risques. Donc, mettez-vous d'accord entre la CTM et la DEAL et l'État. Il faut qu'on arrive à aller dans un seul sens parce qu'il faut mutualiser les budgets, il faut donner des orientations claires parce que, bon, je l'ai dit, parce que j'ai été auditionné, je termine là-dessus, par le Congrès des élus, on va imaginer tous les plans de développement économique qu'on veut, 39 secondes de vibration sismique comme celui de 2007, tout est foutu par terre et on a 25 ans de retard sur l'horloge de développement économique de notre pays. Donc voilà les deux propositions que je formule solennellement et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement et qui ont organisé ce séminaire-là. Mais il faut que ça soit suivi des faits avec au moins 2 propositions concrètes que j'ai formulées au nom de tous les gens qui se battent dans ce pays. Merci Albéric Marcelin, merci. Je propose qu'on s'arrête là, il est 16h, qu'on avance un peu. Est-ce que, professeur Staffage, oui, monsieur Fernet, pour finir, parce que là, on est en train d'exploser le compteur. Oui, alors, là, je vais être rapide. Alors, je vais faire 2 observations et 2 propositions. Dans un séminaire comme celui-là, on fait le constat qu'il y a des demandes qui excèdent largement l'objectif du séminaire. C'est pour ça qu'il me semble extrêmement important que beaucoup de questions qui ont été posées, la question des sifflets. Alors, madame, un sifflet, ça coûte 50 centimes, enfin moins de 50 centimes. Hein. C'est pas pour minimiser ce que vous dites, mais ce que j'explique simplement, c'est que j'ai un stock de sifflets dans mon bureau. Donc, lors des rencontres, on en donne à la population. Vous en donnez aujourd'hui, la semaine d'après, vous demandez est-ce que les gens ont fait du sifflet, ils ne savent pas. Ils vous en demandent un deuxième. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une responsabilité individuelle. La responsabilité, elle se partage. Ce serait intéressant qu'on ait un autre échange sur justement ces problématiques de gestion de crise au niveau local. Qu'on explique la mécanique d'un plan communal de sauvegarde, les actions qui sont menées. Judith Laborieux expliquait sur le Lamentin, mais à Fort-de-France, où nous avons entre 400 et 500 personnes sans domicile fixe, chaque année, dans le plan communal de sauvegarde, il y a un groupe de travail qui se met en place. Il y a des réunions avec les acteurs de ce domaine-là. On met en place une organisation, etc., etc. Mais ça n'est pas simple, évidemment. Je pourrais passer ma matinée à vous raconter toutes les situations sur lesquelles nous avons travaillé. À Fort-de-France, plan communal de sauvegarde en 2008, séisme, cyclone, etc. Nous avons travaillé. Nous sommes l'une des seules communes à avoir travaillé aussi sur la gestion des décès massifs à la Martinique. D'accord? On a fait des exercices, etc. Donc nous avons des éléments dans le plan. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est première proposition, pour poursuivre ce travail, il serait utile qu'on mette en place. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler une conférence. Qui c'est qui doit faire ça, monsieur Fernet? Écoutez, moi je suis volontaire pour être dans ce groupe de travail, pour faire en sorte que régulièrement, ça peut être une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, tous les 2 ans, il rencontre des acteurs locaux de la gestion de crise pour qu'on parle de ces questions de gestion opérationnelle de la crise. D'accord. D'organisation de la crise. Il y a une organisation de la sécurité civile en France. Il y a des responsabilités au niveau national, au niveau territorial, au niveau zonal, au niveau communal. Ça, c'est important que les uns et les autres le comprennent. En tout cas, tous les services qui travaillent dans ces domaines-là doivent nécessairement posséder ces éléments. Deuxième élément, deuxième proposition que je fais, c'est qu'effectivement, lors de la synthèse, le professeur Safacha a demandé, mais quelle est la suite? Quelle est la suite? Et la question est posée. Je suis volontaire pour participer à l'organisation qui se mettra en place pour la suite. Je ne sais pas quelle forme elle prendra.
Mais je le dis sincèrement, puisque sinon, comme on dit chez nous, parole c'est vent. Mais je pense que comme il y a deux corps organisateurs, CTM et puis la FPCNT, l'un ou l'autre ou les deux ensemble vont prendre l'initiative d'une suite. Je me tiens à leur disposition. C'est ce que je voulais dire pour qu'on avance au plan opérationnel, au plan également des décisions. Et effectivement, nous avons une expérience. Je ne suis pas le seul, évidemment, par rapport aux travaux que nous avons menés, par rapport aux crises que nous avons eu l'occasion de gérer. Mais ça aussi, ce pays a besoin également de leaders. Il a besoin également d'engagement. Il a des compétences, mais il a besoin aussi de gens qui soient mobilisés sur ces sujets-là et qui travaillent de manière continue dessus. Les colonels que nous voyons, ceux qui sont dans des unités organisées, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils travaillent dedans. Ils ont cette expérience. Donc il faut que les collectivités aussi mobilisent des moyens, qui travaillent en permanence sur ces sujets-là, acquièrent de l'expérience, montent des réseaux, etc., etc. Mais en tout cas, pour répondre aux préoccupations des populations qui se sont exprimées là, il faut aussi qu'on décline. Et quand on fait malheureusement ces conférences dans les quartiers, etc., des fois il y a 5 personnes, il y en a 2, madame en est témoin. Voilà, donc on jette la pierre à quiconque, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes également confrontés. Merci beaucoup, Monsieur Fernet.